Bien, messieurs, s'il vous plaît, prenez, et madame, prenez place. Nous commençons donc cette audition avec la fédération de la CFDT. Je vous demande de bien vouloir regagner votre siège. Madame, messieurs, nous allons vous proposer de faire une déclaration liminaire que vous organisez comme vous le souhaitez. Sachez que nous n'avons qu'une demi-heure et qu'il est souhaitable que vous permettiez à nos collègues rapporteurs ou sénateurs membres de la commission des lois de poser quelques questions que leur inspireront vos propos. Donc je vous laisse la parole. Celui d'entre vous qui veut la prendre, la saisit. Merci, Monsieur le Président. Donc rapidement, la CFDT est une instance au sein du ministère de l'Intérieur qui est très peu représentée jusqu'à ce jour, je tiens à le signaler. Vous avez ici Denis Jacob, qui est le secrétaire général de la partie gardien de la paix pour Alternative Police, et en l'occurrence nous, qui représentons au syndicat des cadres de la sécurité intérieure, des officiers et des commissaires de police, puisque nous pensons que fondamentalement, il faut qu'au sein de ce ministère, les sujets sortent du purement catégoriel. Monsieur, je vous interromps, mais c'est vrai que cette audition se déroule dans des conditions particulières. Nous sommes investis des pouvoirs d'une commission d'enquête et nous devons vous faire prêter serment. Je vais en prendre l'habitude pour les auditions successives. Je rappelle qu'un faux témoignage devant notre commission des lois doté de ses prérogatives serait passible de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Je vous invite à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « Je le jure ». Je le jure. Je vous remercie et reprenez votre propos. Voilà, donc, pour notre confédération, nous souhaitons, à l'aune de cette affaire, mettre en avant qu'il est temps que le ministère de l'Intérieur, de façon générale, se réforme. Cette affaire, quelque part, démontre qu'il se passe des choses, des bizarreries, qu'à un moment donné, on a dû laisser faire. Donc nous, on a des questionnements assez simples. D'abord, parce que nos collègues ont été profondément touchés par cette affaire et l'image que ça pouvait donner à l'extérieur de l'institution policière. Je rappelle qu'effectivement, 2 commissaires et un officier ont fait l'objet d'une suspension pour avoir extrait, en tout cas ce qu'on en sait, une partie de la vidéo de la ville de Paris, qui finalement ne fait que confirmer la vidéo qui a été filmée par un citoyen le 1er mai à l'occasion de cette manifestation. Et on ne voudrait pas qu'on déplace la problématique de fond sur cette extraction d'une vidéo qui certes est une faute, mais qui n'est qu'une extrapolation de la problématique de fond. Donc nous, les questions que nous posons et qui, quelque part, créent une frustration chez nos collègues de tout grade et de tout corps, c'est comment, alors qu'on a un service de professionnels recrutés, sélectionnés, composé d'officiers d'officiers de gendarmerie, d'officiers de police, de gardiens de la paix, de gendarmes, le groupement de sécurité de la présidence de la République, pourquoi prendre un conseiller sécurité qui est opérationnel sur le terrain? Donc il ne doit pas y avoir de confusion des genres. Et au moment où on envisage, dans le cadre de CAP 22, de peut-être recruter sur des postes comme ceux-là de sécurité des contractuels, ça pose des questions de fond sur le respect des règles déontologiques qui sont, je vous le rappelle, le principe de base de l'ensemble des policiers qui sont recrutés, qui doivent s'y soumettre et qui, je vous le rappelle, représentent 70% des sanctions prononcées au sein de la fonction publique. Deuxième élément, effectivement, si ça avait été un gardien de la paix qui avait commis ces violences illégitimes en dehors du cadre légal, évidemment qu'une procédure aurait été immédiatement engagée d'un point de vue administratif, évidemment, d'un point de vue pénal, sûrement. Donc, 2 poids, 2 mesures. Pourquoi est-ce que pour M. Benalla, il n'y a pas eu, c'est toute l'histoire de l'article 40, effectivement, immédiatement, une saisine des instances juridictionnelles indépendantes? Troisième sujet, comment avons-nous pu doter cet agent à la base de sécurité privée, certes avec un poste prestigieux à l'Élysée, d'un véhicule équipé police, avec des gyrophares intégrés dans les pare-chocs, toutes neuves, alors qu'on a des fonctionnaires de police qui, au quotidien, roulent dans des véhicules de plus de 200 000 km en mauvais état. Pourquoi avons-nous quelqu'un à doter, M. Benalla, d'un brassard police
je l'ai apporté ici, qui est quand même le symbole d'une fonction qu'on se doit de respecter et qui nous engage. À partir du moment où on intervient sur la voie publique, forcément, c'est la police qu'on voit. Ce n'est pas M. Benalla. Donc, c'est toute l'image négative que ça a pu faire rejaillir sur la police nationale. Et comment avons-nous pu nommer M. Benalla, qui avait été effectivement membre de la commission de la réserve opérationnelle de la gendarmerie, et c'est tout à son honneur. Nous, on prône effectivement qu'une réserve opérationnelle de ce type puisse exister dans la police nationale, parce que c'est des citoyens qui donnent de leur temps, etc., et ça serait tout à fait légitime. Comment a-t-on pu nommer ce monsieur au grade de lieutenant-colonel? Ça veut pas, c'est pas insignifiant, même si certains disent que c'est honorifique, et qui plus est avec la qualité d'expert. Expert en quoi? À 26 ans, on est expert de quoi? Dans le domaine de la sécurité présidentielle, alors qu'on a des collègues qui arrivent dans ces services-là, que ce soit le service de la protection ou que ce soit le service de la protection du président de la République, c'est plusieurs années pour acquérir l'expérience et pouvoir être sélectionné dans ces services-là. Alors nous, un peu particulièrement, ça nous blesse d'autant plus que pour le corps des officiers de police que je représente majoritairement, on interdit aux policiers qui sont commandants divisionnaires, qui a été créé il y a 2 ans sous l'ère de M. Cazeneuve, de porter ces galons, parce qu'on nous en estime indignes. Donc vous comprenez que ça crée, chez les officiers de police que nous représentons, certaines indignations. C'est-à-dire que, honorifiquement, on peut porter ces galons-là, en tout cas sans prévaloir, mais nous, par rapport à l'exercice de nos fonctions qu'on peut faire au quotidien, on n'aurait pas le droit de les porter. Donc c'est tout un ensemble de choses qui font que les policiers sont interrogatifs. Et la conclusion de tout ça, c'est si on en vient, alors qu'on a 250 000 policiers et gendarmes dans ce pays, qui, par rapport au ratio européen, est quand même un nombre, en tout cas significatif, est-ce qu'on a un problème de confiance vis-à-vis d'eux? Pourquoi aller chercher des agents de sécurité privés pour intégrer la sécurité du président de la République? C'est une véritable question. Et nous la posons au moment où on se doit d'être transparent. Donc nous, en conclusion, et avant que Denis Jacob complète, s'il le souhaite bien entendu, nous, on demande sur cette question peut-être symbolique, on demande des réponses précises sur toutes les questions matérielles que je viens d'énumérer. Et puis sur cette question du galonnage, en tout cas de cette réserve citoyenne, on demande qu'elle soit rendue publique. Parce que quelque part, ceux qui en font partie, peut-être pour des raisons tout à fait louables, sont aussi salis par finalement l'usage, en tout cas le fait que M. Benalla puisse apporter. Donc nous, on demande transparence sur cette liste de cette réserve citoyenne et de cette réserve d'experts, parce que des experts, par définition, on les rémunère, et je pense qu'on a suffisamment d'experts auprès des tribunaux et au sein des forces de police, plutôt que d'aller en chercher ailleurs, sans plus-value forcément évidente. Donc si on veut être transparent, et cette affaire montre qu'il y a de l'opacité, nous on demande que cette liste de la réserve citoyenne soit rendue publique. On sait très bien de qui elle est composée, mais il y a une opacité depuis plusieurs années sur cette question, et on a saisi l'ACADA, la Haute Autorité de la Transparence de la Vie Publique, le ministre de l'Intérieur de l'époque, lorsque les gendarmes ont intégré le ministère de l'Intérieur, la réponse a toujours été négative. Voilà, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, ce que je souhaitais vous dire en propos liminaires. Je vous remercie, Monsieur le Secrétaire général. Monsieur le Secrétaire général. Oui, merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs et sénatrices. Alors je vais essayer d'être rapide compte tenu que vous avez certainement des questions à poser et pour ne pas être trop redondant par rapport à ce qu'a pu dire Jean-Marc Bailleul. Oui, contrairement à ce qu'on a pu lire ou entendre, l'image de la police a été salie. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, elle l'a été. Pourquoi? Parce qu'avant que cette affaire n'éclate, il s'est écoulé 2 mois et demi. Pendant 2 mois et demi, ceux qui ont eu ou vécu cette affaire, c'est une bavure policière, avant même qu'on identifie M. Benalla comme n'étant pas policier. Donc l'image de la police, elle a été ternie. Aujourd'hui, les collègues, notamment gradés et gardiens, sont particulièrement mécontents, en colère. Vous imaginez bien pourquoi, avec tous les événements qu'on a connus au-delà même des attentats, mais sur les différentes manifestations particulièrement violentes, ils ont été mis en cause à plusieurs reprises, pointés du doigt, et aujourd'hui, c'est leur image qui a été salie par ce comportement.
Ce que je souhaitais dire également, c'est que par rapport, je ne vais pas être redondant moi aussi par rapport à l'intervention précédente, mais par rapport au CRS, il faut savoir effectivement que les CRS ont une mission, celle du maintien de l'ordre, et qu'ils sont constitués en unités très déterminés, qu'ils ne peuvent pas faire autre chose que du maintien de l'ordre. Ils ne sont pas là pour faire de missions de sécurité publique sur des manifestations et qu'effectivement, quand ils interpellent quelqu'un, ils le passent derrière à d'autres services de police qui prennent en charge et qui gèrent. Donc, ils doivent avant tout se préoccuper de savoir si un mouvement de personnes essaye de passer la limite du cortège qui a été déterminée lors de l'organisation de la manifestation, soit les repousser, soit les empêcher de passer. Il faut savoir qu'en matière de maintien de l'ordre et d'une manière générale en matière de mission de police nationale, la police s'adapte et se remet en cause régulièrement. Il faut savoir qu'en maintien de l'ordre, il y a actuellement une redéfinition de la doctrine d'emploi des compagnies républicaines de sécurité pour ce qu'elles puissent agir et intervenir par rapport aux nouvelles contraintes qu'elle vit sur le terrain en matière notamment de violence. Et ça, c'est important de le préciser également. Ensuite, sur les conditions de travail, le comportement de M. Benalla, bien évidemment, quand on le voit porter des signes distinctifs de la police nationale, il n'y a pas de confusion possible. Il est policier dans l'esprit de la population. Et effectivement, se pose le questionnement de comment différencier ou pas les observateurs. Je dirais que jusqu'à présent, il n'y a jamais eu de souci, que ce soit avec des journalistes, avec des chercheurs, avec des sociologues qui ont pu faire appel aux services de police pour être présents en tant qu'observateurs. Ils n'ont jamais eu de signe distinctif. C'est qu'il y a une pratique qui est très stricte, ils sont encadrés, ils ont des moyens de protection qui ne sont pas sérigraphiés police. Et on se pose donc légitimement la question de savoir pourquoi M. Benalla avait un casque police, avait un brassard police et avait une radio police. Je ne reviendrai pas sur l'histoire du véhicule. Effectivement, là aussi, il y a un profond mécontentement quand on voit une personne, alors je ne vais pas faire de publicité pour une marque automobile en particulier, mais M. Benalla qui roule en Talisman, qui n'est quand même pas un petit véhicule de police, équipé de tous les moyens, alors qu'on sait que nos collègues au quotidien travaillent avec des véhicules qui peuvent avoir 200 ou 300 000 km au compteur, c'est juste pas concevable. Donc, effectivement, cette affaire met en lumière certaines pratiques, mais des pratiques qui ne sont pas des pratiques de policiers. Parce qu'on parle de policiers depuis des jours et des jours. Je rappelle que ce ne sont pas des policiers de terrain, ce sont des hauts fonctionnaires, des hautes personnalités qui sont principalement aujourd'hui mises en cause. Alors, il ne m'appartient pas de porter de jugement là-dessus. Il y a des enquêtes en cours, donc elles détermineront les responsabilités des uns des autres. Mais combien de fois on a mis des policiers de terrain en cause, pointés du doigt, et on n'a pas attendu 2 mois et demi pour qu'ils soient mis en garde à vue, auditionnés, mis en examen, suspendus, une enquête de l'IGPN, une enquête judiciaire, un déplacement de service, bref, toutes les mesures conservatoires qui sont prises dès qu'un événement de ce type se produit. Donc, je rejoins ce que disait, pour conclure, Jean-Marc Bailleul, 2 poids, 2 mesures. Je vous remercie. Merci, Madame, Messieurs. Quelqu'un veut-il ajouter quelque chose dans votre délégation? Alors, je vais paraphraser un petit peu ce qu'a dit tout à l'heure M. Bailleul. Vous conviendrez avec moi que la sécurité du président de la République revêt un caractère éminemment régalien. Et au jour où des orientations sont lancées visant à insérer des agents contractuels ou de sécurité privée pour assurer ces missions, c'est mettre en branle la sûreté de l'État et de ses institutions. Aujourd'hui, diverses questions se posent. Alors, comment ce M. Benalla, qui s'est lancé dans des aventures de façon autocratique, a-t-il pu s'accaparer un certain nombre de missions à caractère régalien sans aucun contrôle? Avait-il une fiche de poste, une feuille de mission? C'est, à mon sens, une question que devrait élucider cette commission. Je vous remercie, Madame, Messieurs. Je tiens à vous apporter une précision. Ça n'est pas sans raison que la commission des lois du Sénat a choisi de vous entendre avant toutes les personnalités qui ont été convoquées devant nous. C'est une manière pour nous d'assurer la police nationale, mais aussi la gendarmerie qui n'a pas d'organisation syndicale, bien sûr, de notre profond respect, de notre profond soutien et aussi de notre attention aux conditions de la mise en œuvre
de ses responsabilités, de leurs responsabilités. Je tiens à vous le dire et à vous assurer que s'agissant de la question des moyens de la police et de la gendarmerie, vous nous trouverez toujours à vos côtés, comme nous l'avons été au cours des dernières années. Je vais donner maintenant la parole à nos deux rapporteurs. Madame Jourda. Merci, Monsieur le Président. Je m'associe bien évidemment aux derniers propos du Président Bas et je pense que l'ensemble de la Commission s'y associe. Je voulais vous poser une question sur le statut d'observateur. J'ai cru comprendre que c'était un statut qui n'était guère défini. En revanche, vous avez dit tout à l'heure, Monsieur Jacob, les observateurs sont normalement encadrés. Pouvez-vous m'en dire plus sur cet encadrement et sur le fait qu'il ait existé ou pas pour Monsieur Benalla par rapport à la connaissance que vous avez eue? Alors, je vais vous répondre de manière générale, puisque dans le cas du traitement de M. Benalla, je ne sais pas ce qui a été fait à ce jour, mais dans le traitement des observateurs en général, c'est une demande qui est faite, notamment, et c'est la plus pratique, la plus courante, c'est des demandes de journalistes, dans le cadre de leur mission de reporter, sollicitent une demande d'autorisation auprès, en général, du cabinet du préfet de police, s'agissant de la préfecture de police, demandant l'autorisation de pouvoir accompagner tel ou tel service de police dans le cadre d'un reportage qui portera sur tel sujet. Si ça relève d'une direction spécifique, la direction spécifique est consultée, on lui demande son avis et ensuite elle rend réponse et ils organisent l'accompagnement d'un observateur qui est mis sous la responsabilité d'un agent de police. Alors, en général, ça peut être un gradé, ça peut être un officier, voire aussi un commissaire de police. Et donc, cette personne qui devient référente de l'observateur doit lui indiquer qu'elle est observateur et qu'elle ne peut pas intervenir, qu'elle ne peut pas agir de manière libre et qu'elle est soumise donc aux règles de fonctionnement des unités de police. Et elle n'a pas à aller et venir, comme on le voit d'ailleurs sur la vidéo avec M. Benalla, qui arrive, qui part, qui va dans tous les sens. Non, ce monsieur aurait dû rester auprès de son référent et observer ce qui se passait, et ça s'arrête là. Donc il y a un cadre. S'il n'y a pas de statut légal aujourd'hui d'observateur, il y a un cadre de fonctionnement qui est quand même défini sur la présence d'un observateur dans des missions de police. Si je peux juste compléter, parce qu'on a entendu dès le début de cette affaire qu'il fallait prévoir un statut, éventuellement une tenue. Alors encore, on est fort au ministère de l'Intérieur de toujours créer des choses nouvelles pour des épiphénomènes, certes, qui font couler beaucoup d'encre, mais ça se passe toujours bien. C'est-à-dire que ce soit les journalistes, les magistrats ou les parlementaires qui assistent à des opérations de maintien de l'ordre ou des opérations de police, il n'y a pas de problème. Donc allons pas créer encore des usines à gaz qui vont engendrer des frais pour des exceptions. Et en l'occurrence, les vraies questions que doivent se poser les commissions, c'est qui était le référent de la préfecture de police pour M. Benalla ce jour-là. Voilà, je pense que dans ma question, vous avez la réponse. Non, je n'ai pas compris. C'est forcément quelqu'un de la direction de l'ordre public de la préfecture de police qui était à proximité. C'est la règle. Il faut maintenant trouver à quel niveau se situait cette responsabilité. Et j'en profite tout de suite pour dire, parce que Denis Jacob a parlé de l'emploi des CRS, et je sais que c'est aussi un de vos questionnements, les CRS sont dans une mission soumise à l'autorité civile. Donc, à partir du moment où ils sont dans leur mission, en l'occurrence, il y avait des jets de projectiles, bon, vous avez vu tout ça, sur cette place, s'ils voient un policier, puisqu'ils l'ont vu comme policier, agir, c'est pas à eux d'intervenir pour mettre fin à ces agissements. C'est à l'autorité de ce policier en civil, donc en l'occurrence de ce faux policier, M. Benalla, qui aurait dû immédiatement intervenir en lui disant « vous êtes complètement en dehors des clous et vous vous mettez derrière en observation ». Parce qu'on ne peut pas être à la fois en sécurisation, en protection, et puis intervenir pour mettre fin à un agissement d'un collègue d'un autre service qui est censé, en civil, récupérer les gens interpellés. J'en profite pour le dire, j'aurais dû le dire en propos liminaire, puisque vous avez parlé des moyens, Monsieur le Président, c'est qu'on voulait souligner l'excellence du rapport qui a été fait par la commission sénatoriale sur les moyens de la police, des forces de sécurité. Franchement, il y a beaucoup de questions justes et légitimes, et on est assez satisfait d'avoir vu beaucoup de nos constats qui ont été repris. Je le dis, je vois que M. Grody est là-bas. Là aussi, j'espère qu'on en tirera des conséquences pour être beaucoup plus rationnel et beaucoup plus efficace. Je vous remercie. Monsieur le Président Sueur. Oui, merci Monsieur le Président. Ma question est très simple. Quelle était la qualité des relations de vos collègues de la police nationale avec M. Benalla? Premier point. Deuxièmement, comme théoriquement, si j'ai bien compris, il n'avait pas de raison de donner des ordres ou de faire des injonctions
à des agents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale? Est-il arrivé que certains manifestent leur refus d'obéir? Et troisièmement, ne vous paraît-il pas en conséquence opportun que l'on puisse réfléchir à ce qu'il n'y ait que des fonctionnaires de la gendarmerie nationale et de la police nationale pour assumer les missions de sécurité du président de la République et des ministres, par exemple? Bien, Monsieur Bailleul. Alors, je vais commencer par la dernière question, parce qu'on y a répondu par l'intervention de tout à l'heure. Bien entendu, c'est une mission régalienne pour lesquelles les agents sont formés, sélectionnés et doivent rendre compte lors de leurs agissements, conformément aux règles déontologiques qui s'appliquent aux policiers nationaux. Deuxième question, refus d'obéir. Je crois, j'ai lu la presse comme vous tous, que c'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça à l'aéroport de Roissy, où il semblerait que M. Benalla ait voulu s'immiscer dans l'organisation du départ des joueurs de l'équipe de France et qu'un officier de gendarmerie lui a rappelé que c'était lui le chef et qu'il n'avait pas à recevoir d'ordre de M. Benalla. Je pense que ce gendarme pourra être facilement retrouvé et pourra le confirmer. Après, les relations, en tout cas, on a eu des remontées. C'est-à-dire que nous, on a eu des remontées, et pas simplement d'agents de police. C'est qu'il semblerait que M. Benalla intervenait, y compris quand il y avait des hauts responsables de la police nationale. Et c'est ça qui est d'autant plus gênant. Et la question que nous, on se pose, c'est si tel a été le cas au SDLP, au GSPR ou ailleurs, à l'occasion d'organisation de voyages présidentiels, y compris en province, y a-t-il eu des remontées auprès des autorités supérieures du ministère de l'Intérieur pour dénoncer ce comportement qui est indigne? Imaginons l'inverse, qu'un agent de police vienne contredire les ordres de son supérieur, je peux vous dire, ça ne durerait pas 2 minutes. Donc, là encore, 2 poids, 2 mesures. Merci beaucoup. Nous sommes pris un peu par le temps, sauf si vous aviez une précision qui n'a pas été énoncée. Alors, mes chers collègues, je sais que vous avez à cœur de rivaliser de concision dans vos questions. J'ai pu le constater tout à l'heure. Je donne la parole à Monsieur Colomba. Merci, Monsieur le Président. Après m'être associé à les propos que vous avez tenus sur la confiance que nous avons dans nos forces de l'ordre, je veux dire, moi, ce qui, dans cette affaire, à part beaucoup de choses m'étonnent, mais ce qui m'étonne peut-être le plus, c'est que M. Benalla soit au ministère de l'Intérieur et aux abords comme un poisson dans l'eau. C'est-à-dire qu'on ne sait pas qui il est vraiment, mais on l'équipe, on le laisse participer, voire s'imposer à des opérations de maintien de l'ordre. Il participe régulièrement, apparemment, d'après ce que dit la presse, à des débriefings. Avec pour seul laisser-passer le fait qu'il soit du cabinet du président de la République. Enfin, jusqu'à présent, je croyais, mais peut-être que je me trompe, que le chef de la police, c'était de la gendarmerie, c'était le ministre de l'Intérieur, que ce n'était pas le président de la République, et qu'il y avait même un Premier ministre qui était le chef des... Enfin, qui... Chers collègues, votre compte de temps, c'est plus... Donc, voilà. Donc, est-ce que vous ne trouvez pas ça étonnant? Et comment se fait-il qu'il ne se soit jamais rien passé, alors que, il y avait quand même des gens qui savaient que ce n'était pas normal. Très bien, je vous remercie. Madame Coste. Merci, Monsieur le Président. La présence d'observateurs extérieurs dans les manifestations est-elle fréquente? Si oui, je voudrais savoir quand les forces de police ou de gendarmerie sont-elles prévenues de la présence de ces observateurs? Je vous remercie. Madame Benbassa. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour Monsieur Bailleul. Lors de votre émission sur BFM RMC, vous avez parlé des échos que vous auriez eus, c'est pas très clair, des échos que vous auriez eus sur la participation de Monsieur Benalla à des réunions pendant qu'il était mis à pied. Est-ce que vous les confirmez ou vous les incriminez? Je n'ai pas très bien compris lorsque vous avez parlé lors de cette émission. Merci. Nathalie. Je vous remercie, Madame Benbassa. Monsieur Fichet. Oui, merci, Monsieur le Président. La première question concerne les galons que vous avez arborés tout à l'heure de lieutenant-colonel. Est-ce à dire
que ce monsieur donc, mettait un costume de lieutenant-colonel avec des galons et pouvait s'en prévaloir dans des cérémonies. Et puis, comment circulent ces observateurs? Parce qu'on comprend bien qu'il y a une règle. Et à côté de ça, ce que l'on constate, nous, c'est que les observateurs, et en particulier M. Benalla, circulaient partout et accédaient à des réunions stratégiques où, semble-t-il, personne ne lui demandait de compte. Il lui suffisait de dire qu'il représentait le cabinet du président de la République pour qu'il ait porte ouverte et accès à toutes les informations. Merci, cher collègue. Monsieur Kerrouche. Oui, une question extrêmement courte. Quels sont habituellement les équipements qui sont donnés à un observateur? Merci, Monsieur Kerrouche. Monsieur Grosdidier. Oui, d'abord, je vous remercie pour l'hommage que vous avez rendu à notre rapport. Effectivement, nous identifions un certain nombre des causes du malaise. Et parmi ces très nombreuses causes, il y avait l'organisation en tuyau d'orgue, il y avait un manque de transparence, souvent dans l'ensemble des procédures et comme des processus de commandement. Et il y avait aussi le fait, simplement, contrairement à la gendarmerie, la police ne soit pas dirigée par des policiers. Et alors, quand vous posez le problème des observateurs, est-ce que c'est le problème des observateurs, clairement identifiés comme observateurs, ou parfois de fonctionnaires d'autorité qui ne sont pas nécessairement policiers? Et dans chaque département, on sait que les membres du corps préfectoral sont amenés à diriger par action de police. Après, est-ce qu'il y a des gens qui ont un statut moins évident? Et est-ce qu'il s'est créé une mauvaise habitude d'ordre direct ou de respect des ordres directs, ne passant pas forcément par la hiérarchie policière? Est-ce qu'on est là dans l'affaire la plus emblématique, mais d'un problème qui est plus général? Et est-ce qu'il y a une doctrine très claire en la matière? Merci, cher collègue. Madame Delattre. Merci, Président. Vous parliez tout à l'heure d'images extraits de la vidéoprotection de Paris. Nous savons qu'il y a aussi une vidéo amateur d'un manifestant qui était présent, enfin en tout cas de quelqu'un qui assistait. Nous pensons qu'effectivement la compagnie de CRS était vidéosurveillée. Avez-vous connaissance d'une vidéo de cette vidéo des CRS? Nous n'en avons pas entendu parler. Pensez-vous qu'elle sera effectivement dans l'enquête judiciaire? Merci, Madame Delattre, également de votre concision. Madame L'Herbier. Oui, messieurs, ce qui m'a étonné, c'est concernant la réserve citoyenne. Il semblerait, d'après ce que vous dites, que ce soit non transparent. Moi, j'en fais partie. On m'a demandé des tas de trucs, jusqu'au contrat de mariage qui était le mien. Et je me demande qui a ces renseignements. Alors, si c'est pas ouvert à tous, Merci, Madame L'Herbier. Vous avez quelques minutes, Madame, Messieurs, pour nous répondre. Il faut que vous rapprochiez le micro, parce qu'on a un système qui n'est pas très puissant. Concernant la réserve citoyenne, vous avez sans doute rempli des documents. Mais pour nous, ça nous pose problème. Pourquoi? À l'occasion de cette affaire, d'ailleurs, beaucoup de gens découvrent ce que c'est. Vous avez une réserve opérationnelle qui est 30 000 personnes qui travaillent au quotidien pour la sécurité dans des patrouilles, qui passent des grades, qui font des formations. Et c'est très intéressant. Il faudrait qu'il y ait une réserve opérationnelle pour toute la police nationale et la gendarmerie qui soit unique. Concernant la réserve citoyenne, aujourd'hui en France, nous avons une réserve citoyenne pour toutes les armées. La gendarmerie nationale représente la moitié de ces réservistes citoyens qui sont nommés en raison de leur, si vous êtes sénateur, député, plein de raisons. Il y a 1500 officiers qui sont nommés par la gendarmerie, pratiquement que des officiers, colonels et lieutenants-colonels. Je crois que le président du Sénat, d'ailleurs, l'est en toute transparence. Mais ce qui me pose problème, c'est qu'on a demandé à toutes les autorités que ces personnes-là, beaucoup de journalistes, soient identifiées. C'est-à-dire que vous faites des papiers, mais personne ne le sait. Or, cette réserve citoyenne, elle est faite pour rapprocher l'arme des citoyens. Et nous pensons que c'est une noble cause, mais que par contre, elle doit être transparente, puisque vous avez du travail en commission, vous avez des élus, et il ne peut pas y avoir de conflit d'intérêts ni des journalistes. Nous avons posé la question à tous les présidents du Sénat, de l'Assemblée, ministre de l'Intérieur, président de la République, CADA, Haute Autorité de la Transparence. Personne n'a voulu le faire. Pour quelle raison? Combien y a-t-il d'Alexandre Benalla sur cette réserve citoyenne? Parce qu'il y a des gens qui occupent des responsabilités qui favorisent ce rapprochement, mais combien y a-t-il de personnes comme ça? Pour quelle raison? La question qui se pose dans cette affaire ensuite, c'est qu'on a découvert qu'il y avait des experts. 74, nous dit la gendarmerie nationale. Mais quand
a-t-il été nommé, M. Alexandre Benalla? À quelle date? Pour quelle mission? Pour combien de temps? Était-il rémunéré? Toutes ces questions, il faudra y répondre. Est-ce que c'est uniquement parce que M. Benalla était président de la République qu'on avait un intérêt à avoir quelqu'un qui est dans le sérail, peut-être pour les évolutions justement de l'organisation de la sécurité du président? Toutes ces questions, il va falloir y répondre. Mais nous, ce que nous demandons en tout cas, vous remercie, monsieur. c'est la transparence. Je vois très bien. Nous sommes obligés d'accélérer un petit peu le rythme parce que nous sommes bousculés par le temps. Et donc, il faudrait que vous puissiez répondre aussi concisement que nos collègues sénateurs ont posé leurs questions sur les différents points qui ont été soulevés. Alors, en se répartissant les réponses, M. Jacob répondra sur tout ce qui est statut de l'observateur. Puis moi, je vais essayer de répondre aux autres que j'ai pris à la volée. Alors, est-ce qu'on a connaissance d'agents qui ont refusé d'obéir? Je crois que j'ai répondu tout à l'heure très clairement. Sur le poisson dans l'eau, oui, c'est-à-dire qu'effectivement, manifestement, il faisait un peu ce qu'il voulait. Quand on a appris qu'il avait un badge d'accès à l'Assemblée nationale, peut-être qu'on apprendra qu'il en avait un pour le Sénat, je ne sais pas. Je vous rassure que quand on vient à au Sénat ou à l'Assemblée nationale que nous sommes armés, nous, on est obligé de passer par tout un tas de procédures. Il semblerait que si M. Benalla était armé, lui, ça devait être plus simple pour lui. Donc là encore, deux poids, deux mesures. Ça veut dire qu'en fait, on lui donnait toutes les accréditations, sans parler de sa carte de visite, où il y a marqué adjoint du chef du cabinet de l'Élysée. Ça ouvre beaucoup de portes. Et il faut vous mettre à la place de tout un tas de policiers qui, quelque part, se disent qu'est-ce qu'il va se passer pour moi si jamais je viens me mettre à l'encontre de ce monsieur dont on ne connaît pas forcément la capacité de nuisance. Bon. Ensuite, la question sur le débriefing. Bah oui, nous, on est syndicalistes. J'aurais bien aimé un jour assister à un débriefing d'une grande manifestation à la préfecture de police. On nous a dit que c'était une quarantaine de personnes. J'ose espérer quand même que tout le monde ne peut pas rentrer là-dedans comme dans un moulin. Il semblerait qu'il a pu assister au débriefing du 1er mai. Ça pose des questions. Et pour répondre à Madame ça, excusez-moi, oh là, je ne vais pas faire la confusion. Non, ce matin, moi je vais être très clair. Nous, on a eu des remontées, je réponds à une question par la même occasion, de collègues qui nous ont dit qu'ils se comportaient un petit peu comme un cador, comme quoi tout devait lui être ouvert et qu'il reprenait les gens et qu'il intervenait sur les dispositifs. Ça veut bien dire qu'il se pensait capable de tout faire. Moi, ce matin, j'ai répondu cela et qu'effectivement, il a été vu sur plusieurs opérations et sur plusieurs débriefings sur les voyages présidentiels. Et moi, je me suis basé sur mon interview de ce matin sur les déclarations de M. Gibelin. C'est-à-dire que quand M. Gibelin dit, moi j'ai tendance à croire ce que j'entends quand quelqu'un jure devant une assemblée, qu'il l'a vu agir dans cette période du 4 au 19 mai, si je ne m'abuse, j'ai répondu à la question que les journalistes m'avaient posée en off avant, et j'ai dit qu'effectivement, il avait été vu, puisque M. Gibelin, qui peut le plus, peut le moins, il a démenti ses propos. Ça, je ne peux pas assumer les propos que M. Gibelin a tenus. Donc voilà, donc c'est exactement dans ce contexte-là que j'ai répondu. En tout cas, il a été vu. Et ce que je note, c'est qu'il a été surtout vu, et ça par tous les policiers, au pied du bus à Roissy et des Champs-Élysées de l'équipe de France. Et que quand on est rendu sur des tâches administratives, moi, en général, quand on est sur des tâches administratives, on est au bureau, on n'est pas sur la voie publique. Monsieur, pour répondre à la question concernant est-ce que les agents sur le terrain sont prévenus de la présence d'un observateur? Non, tout simplement parce qu'un observateur, il est sous la responsabilité d'un référent, qu'il n'a pas de rôle actif sur des missions de police, qu'il doit être en retrait et que par conséquent, nos collègues n'ont pas forcément à être informés qu'il y a un observateur à proximité, puisqu'il n'a pas lieu qu'il soit en contact direct et en intervention directe avec les collègues sur le terrain. S'agissant des équipements, ce sont des équipements effectivement de protection qui peuvent être donnés si il est accompagnateur sur des missions à risque, mais jamais, en tous les cas pas à ma connaissance, on a eu une information que ces observateurs est équipés de matériel police. Alors, par exemple, si on donne un gilet pare-balles, le gilet pare-balles, le mot police, c'est un scratch qu'il y a dessus. Donc, il suffit de l'enlever pour le rendre civil. Donc, il n'y a pas de difficulté. Là, il avait un casque siglé police. Bon, là aussi, il faut s'interroger sur qui a pu donner ce matériel de police.
Concernant les vidéos amateurs et potentiellement la vidéo de la CRS, alors il faut savoir qu'effectivement les CRS sont équipés de moyens mobiles vidéo, mais qu'ils n'en ont pas en nombre suffisant pour couvrir tous les points d'implantation qu'ils ont dans le cadre de leur mission, et que peut-être que sur ce lieu-là, il n'y avait pas en tous les cas, on n'en a pas connaissance à ce jour, mais sur la place, je ne sais plus comment elle s'appelle là, peut-être que la Contrescarpe, peut-être que l'unité en question n'avait pas de moyens mobiles vidéo. Ceci étant, il y avait la vidéo de la ville de Paris qui a suffisamment couvert les faits, et c'est d'ailleurs cette vidéo qui a été extraite, je crois, et donnée, semble-t-il, à monsieur Benalla, qui est là pour de toute façon témoigner de ce qui s'est passé. Voilà, j'ai essayé de faire vite, je pense que j'ai répondu à peu près à toutes les questions. Merci beaucoup, monsieur Jacob. Monsieur Bailleul demande la parole pour une toute petite précision. Petite précision technique sur la vidéo. Donc effectivement, il n'y avait que 2 sections de la compagnie sur cette place. Donc la vidéo est utilisée lorsque la compagnie est en une unité constituée, c'est-à-dire face aux manifestants en ordre serré, et on filme ce qui se fait en face et derrière les CRS pour voir quel usage de leurs armes ils font, etc., etc. Donc quand les compagnies, comme l'a dit Denis Jacob, sont éclatées, les sections sont éclatées, la vidéo elle peut pas se démultiplier. Donc ça peut expliquer qu'effectivement il n'y avait pas forcément de vidéo sur cette place-là, mais ça a été dit, il y a suffisamment d'images sans besoin d'en rajouter, je crois qu'elles sont suffisamment explicites. Madame, Messieurs, je vous remercie beaucoup de votre excellente coopération avec la Commission des lois, et nous allons prendre maintenant la délégation suivante.